salon s'inscrit dans le cadre d'un projet éducatif et qu'elle vient clôturer le projet Orientation FC qu'on porte au sein du club depuis le mois de décembre 2022. Alors pourquoi Orientation FC? Parce qu'on a souhaité au sein du club travailler sur cette question centrale de l'orientation scolaire, parce qu'elle participe pleinement à l'insertion professionnelle des jeunes et qu'elle concourt par définition à l'émancipation de notre jeunesse. Donc c'est vraiment un axe important pour nous dans notre projet éducatif. Ce projet, qu'on a débuté en décembre 2022, il s'est polarisé sur 50 jeunes qui étaient là sur des ateliers cet après-midi, qui sont licenciés au club des U15 jusqu'au U17 en passant par les féminines, et qui sont scolarisés de la 4e à la terminale. Donc ce projet, grosso modo, il s'est déroulé en 4 étapes. C'est important de faire ce rappel-là. Mais la première étape, ça a été des entretiens individuels. Voilà, on est parti échanger avec les jeunes, on les a accueillis tous individuellement pour échanger voilà, sur leurs besoins, sur leurs attentes, mais aussi sur les domaines d'activité dans lesquels ils souhaitent travailler plus tard. Après la deuxième étape, on est parti à la visite de salons, de salons généralistes, type salon de l'étudiant ou encore mille d'orientation, pour avoir un peu plus d'infos généralistes sur la poursuite d'études. Et la troisième étape, c'était même la plus importante, on a essayé de créer des temps d'échange et des temps de rencontre avec les professionnels du territoire. Donc on avait plusieurs domaines d'activité, on avait le commerce, la santé, le droit, l'esthétique, l'informatique et l'ingénierie. Et donc on a organisé des tables rondes avec ces professionnels-là, et les jeunes ont pu écouter des parcours, voilà, des parcours de vie, des parcours professionnels, des parcours aussi scolaires, mais aussi poser des questions sur les différents domaines d'activité et les missions qu'exerçaient ces professionnels. Et donc cette quatrième étape, elle se termine aujourd'hui. On a accueilli du coup les 50 jeunes qui sont licenciés au club à travers des ateliers liés à l'orientation scolaire. Donc je remercie les partenaires qui ont concouru du coup à la mise en œuvre de ces ateliers. Et avant du coup de donner la parole aux intervenants, je voudrais remercier la ville à travers monsieur le maire, monsieur Ablin, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, son élu à l'éducation, madame Marico, qui porte avec d'autres partenaires le dispositif Cité éducative, qui nous a permis du coup de financer ce projet. C'est vraiment un projet voilà, financé par la Cité éducative. Je voulais remercier aussi l'ensemble de nos partenaires qui font vivre le club grâce à leur soutien, notamment financier. Alors, vous avez la liste, je ne vais pas les énumérer, mais c'est important aussi de leur faire un clin d'œil sur cette journée-là. Je voulais aussi remercier l'ensemble des professionnels, je l'ai dit sur l'étape 3, qui sont venus témoigner à l'Algeco de manière hyper intimiste auprès des jeunes, qui ont vraiment témoigné de leur parcours. Il y a eu Mehdi Legril, il y a eu Youssef Boukenofa aussi qui était venu, il y a Thomas Pénin qui travaille dans le domaine médico-psychologique, Ouria Ascari qui est infirmière à Georges Sand, Sandrine Doucet voilà, qui est maquilleuse, Shaines Boaglia qui est juriste chez Infodroit, Bilal Belbrahim et Imed Rabri qui travaillent voilà, l'un dans l'informatique et l'autre dans l'ingénierie. Donc voilà, je les remercie parce que c'est vrai, voilà, ils ont fait un vrai effort de venir à la rencontre des jeunes, d'expliquer un peu leur parcours, et ça c'était très important pour nous et pour la mise en œuvre du projet. Je souhaitais aussi remercier l'ensemble des bénévoles qui ont participé à l'organisation de ce projet, notamment les membres de la commission action éducative. Je pense notamment à Mamar qui a sacrifié beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans ce projet. C'est un tas d'heures de réunion le soir, le dimanche, etc. Donc voilà, je vous propose de l'applaudir parce qu'il le mérite. Il a passé beaucoup de temps et il y a un point, il y a une demoiselle qui était aussi avec nous dans la commission éducative, c'est Manel Brahimi, qui malheureusement est à la Fédé des centres sociaux et ils ont un congrès ce soir, donc elle n'a pas pu être avec nous. Et puis un grand merci aussi, je le dis dans les petites mains aussi, Ophélia Legrand voilà, qui est chargée de mission de société éducative, qui nous a beaucoup aidé dans la démarche, autant sur ce projet que sur les autres projets aussi qui arrivent, notamment l'organisation d'une fête de quartier, voilà, toujours été présente, elle nous a beaucoup aidé aujourd'hui et même en amont du projet, donc elle aussi, c'est important aussi de la citer aujourd'hui. Et voilà, je voulais remercier aussi chaleureusement les intervenants qui vont témoigner aujourd'hui. Romain Besseron, qui est du coup chef cuisinier à l'hôtel de Matignon auprès de la Première ministre. Mounia Salah, qui est ingénieur pédagogique. Youssef Boukenofa, qui est gérant d'Autoconcept, qui est un de nos partenaires aussi au club, et qui est par la même occasion licencié à Ozon FC. Je voudrais remercier aussi du coup Omar Benzarga, qui est un partenaire aussi et qui a toujours fait partie
des équipes d'Ozon, et Gildas qui est avec nous en visio depuis New York. Il vous expliquera le pourquoi du comment, mais il est voilà, avec 5 heures de décalage horaire. Donc voilà, je les remercie tous de leur participation. C'est important voilà, de pouvoir présenter des parcours divers et variés, des parcours hyper enrichissants qu'Amine aura l'occasion de faire vivre. Voilà, je laisse la parole à Amine, et puis je voulais aussi le remercier parce qu'il fait partie des fondateurs du club. Il a été président du club pendant de nombreuses années, et voilà, je le remercie pour cela. Je vois Brahim arriver aussi, qui a fait partie de cette organisation-là. Et je veux laisser la parole à Madame Marico pour un petit mot. Alors, ça va être très court parce que vous avez tout dit en fait sur la cité éducative, sur les choses qui sont essentielles. Moi, je voulais remercier d'abord les jeunes parce que je suis venue tout à l'heure faire un petit tour sur les ateliers, sur l'orientation. Et pour avoir été avant chef d'établissement, je dois vous dire que j'ai vu des jeunes très motivés, très attentifs à tout ce qui était expliqué. Et ça déjà, c'est un très bon point. Parce que si vous faites attention à ce qu'on vous explique, je pense que derrière, vous pourrez vraiment construire un bon parcours. Voilà, et je n'en dirai pas plus. Merci à vous. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, déjà, je vous remercie en fait de m'avoir sollicité pour animer cette table ronde. Alors, c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de mener, c'est une première aussi pour moi. Mais je dirais que l'occasion, elle était belle, au vu des invités, de l'organisation, de l'investissement des éducateurs et puis de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit la collectivité, mais pas que. Mais bien évidemment, ce temps, il est pour vous, il est pour les jeunes. Je ne pense pas avoir connu par le passé un événement où on a pu rassembler autant de jeunes de 13 à 17 ans pour parler et écouter autour de l'orientation. L'orientation, ça peut se dire au singulier, mais ça peut se dire aussi au pluriel, parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, il peut y en avoir plusieurs. On peut en avoir un seul, mais on peut en emprunter d'autres. Enfin, on le verra, Radouane vous a donné un petit peu l'intitulé des différents postes de nos invités aujourd'hui. Donc on a bien évidemment Gildas qui est en charge de la finance à New York, donc ça va se faire en visio. On va pas parler en anglais, ne vous inquiétez pas, ça sera bien en français. Donc comme il l'a dit, Romain Besseron, qui est chef de cuisine à Matignon. Ça vous parle un petit peu ça, Matignon? Ou pas? Déjà pour commencer. Alors c'est le chef de cuisine à Matignon et de la première ministre. Donc on parlera de son métier, mais avant ce qu'on fera, c'est qu'on parlera surtout de leur parcours, de où ils viennent. Bien évidemment Youssef Boukeloufa, que beaucoup connaissent, qui est vraiment du cru, puisque lui, en l'occurrence, il est né, il a grandi, il est resté sur Châtellerault. Omar Benzarga, avec un parcours qui va parler à beaucoup de jeunes ici, puisque il en parlera mieux que moi, mais il a un parcours à l'international au niveau du football. Et le parcours avec les rebonds, l'engagement qui est le sien sera intéressant de vous le transmettre aujourd'hui. Mounia Salah, qui est la seule femme de cette soirée, mais il y en a beaucoup d'autres encore qu'on aurait pu inviter. Donc on ne va pas lui donner la médaille parce qu'elle en a déjà une. Donc ça c'est un petit clin d'œil, on en parlera tout à l'heure. Vous comprendrez pourquoi je parle de médaille. Et puis, comment ça va se dérouler? On va passer une petite heure ensemble. Vous allez découvrir au travers de leur parcours leur point de départ. Parce que comme vous allez le voir, ils sont tous issus. Soit ils sont nés, soit ils ont grandi à Châtellerault. Et chacun a mené un petit peu sa barque, son cheminement, son orientation. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir finalement quels ont été leurs choix, leurs difficultés, comment ils ont mené leur parcours personnel, scolaire, et puis aujourd'hui leur vie professionnelle. Et puis on terminera, pourquoi pas, par un temps d'échange. Peut-être qu'il y aura une ou des questions, on verra ensemble. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on démarre, tout simplement. Alors, par galanterie, je vais commencer par Mounia, parce que c'est quand même la seule femme qui est aujourd'hui avec nous ce soir. Et la première question en fait, que je souhaite vous poser, alors ça va être un temps d'échange, il ne faudra pas hésiter à un moment donné, quand on va aborder certains sujets, si vous souhaitez rebondir, à me faire signe. Donc Gildas, c'est pareil, si à un moment donné tu souhaites intervenir pour intervenir sur l'un des sujets sur lesquels tu te sens concerné, il ne faudra pas hésiter à me faire un signe, et puis je te laisserai la parole. Voilà. Donc Mounia, la première question, et finalement elle est générale, c'est avant d'arriver ingénieur pédagogique au CNED, Mounia Salah, c'est qui et elle vient d'où? Déjà bonsoir. Alors du coup Mounia Salah, elle a passé toute sa jeunesse à Châtellerault, donc j'étais à la Canale, au collège Georges Sand,
Et puis au lycée Marcelin-Berthelot. Enfin voilà, j'ai fait toute ma scolarité ici. Et j'ai suivi mes études supérieures à Poitiers aussi, donc je suis restée près de la maison pour mes études. Alors toi, Mounia, tu as une licence en langue étrangère? Licence en langue étrangère appliquée et un master en enseignement du français langue étrangère. Donc effectivement, tu as suivi un parcours au niveau de la fac? Très littéraire, oui voilà, j'étais passionnée par les langues dès le lycée. Donc voilà, j'ai suivi mes études supérieures dans le domaine. Et j'étais enseignante de FLE au début, quand j'ai commencé à travailler, de français langue étrangère. Donc parmi les personnes, parmi nos invités, de ceux qui ont suivi un petit peu leur scolarité dans la Vienne, proche du Châtellerault, Youssef, toi tu as suivi ta scolarité sur Châtellerault, mais peut-être avant d'en arriver là, tu peux nous dire un petit peu comment... Parce que ce qui est intéressant, c'est que Youssef, lui, il a eu un parcours artistique aussi. Donc il était chef de file d'un groupe de rap qui s'appelait Ultime Espoir. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est... Je me suis posé la question, dans Ultime Espoir, quand tu étais jeune, est-ce que c'était l'espoir parce que, au travers de la musique, parce que j'ai pas forcément d'espoir dans l'avenir professionnel, ou il n'y avait pas de lien et finalement c'était le premier mot qui venait à l'esprit? Alors pour commencer, oui, Youssef Kenoufa, donc je suis gérant de la société Autoconcept 86 à Châtellerault, donc qui existe depuis la 3e année. Avant j'étais auto-entrepreneur. Donc j'ai suivi toute ma scolarité à Châtellerault, j'étais à Vitré, la Canale, Georges Sand et Branly. J'ai ensuite fait un DUT en technique de commercialisation, donc à l'unité de Châtellerault, suivi d'une licence professionnelle dans le B2B, c'est le business to business, donc c'est de professionnel à entre-professionnel, et aussi à l'unité de Châtellerault. Donc j'ai commencé par contre à la fac, et moi, contrairement à Mounia, la fac, ça n'a pas été pour moi. Parce qu'il me fallait un peu plus de rigueur et je trouve que la fac donnait un peu trop de liberté, donc j'ai pas suivi dans la licence que j'entreprenais en sociologie. Donc je suis passé à un diplôme et une formation qui est un peu plus initiale et un peu plus, on va dire, encadrée. Et pour revenir à la musique, oui, effectivement, donc la musique elle m'a beaucoup aidé. En fait, ça m'a aidé d'en faire et ça m'a aidé d'en écouter. T'avais quel âge quand t'as commencé ton groupe? Alors, on était très jeunes, on avait 14 ans. Au centre social Boson, on a commencé. Jusqu'à longtemps, parce qu'on a arrêté autour de 25 ans. Donc chacun après a suivi des parcours en solo, comme musicalement parlant. Mais ça m'a beaucoup aidé d'en faire parce qu'à travers la musique, on a créé une association. Donc déjà, moi, dans mon domaine d'entrepreneuriat, ça m'a beaucoup aidé dans tout ce qui est juridique et gestion, on va dire. Ça m'a beaucoup aidé aussi d'en faire, dans l'écriture et dans le fait d'en écouter aussi. On a eu des influenceurs dans la musique. Je pense à Medine, je pense à Kerry James. D'ailleurs, je conseille à tous les jeunes qui sont ici d'écouter un jour, si vous ne connaissez pas. Notamment la musique banlieusarde de Kerry James qui, franchement, pour nous, ça a été quand même un tremplin et on se retrouvait beaucoup dans ça. On a peut-être de venir d'un quartier, à dire défavorisé, parce que bon, c'est un grand mot, je trouve. Mais en tout cas, de ne pas avoir les mêmes moyens que les autres et de quand même réussir à s'en sortir. Donc ouais, et Ultime Espoir, ouais, ça fait référence aussi parce que effectivement, on a créé le groupe étant jeune. Plus tard, on a compris que finalement, c'était pas le seul moyen de s'en sortir, mais la musique pour nous, c'était vraiment une porte d'échappatoire par rapport à là où on a grandi et où on a vécu. Alors, si on va dans la continuité un petit peu de ceux qui ont un parcours scolaire assez précis, hein, du coup, vous êtes tous passés par peut-être la Cana, Georges Sand, Branly ou le lycée Berthelot. Romain, toi, si tu peux, parce que du coup, je les connaissais déjà tous avant et on a fait connaissance ce soir. Et effectivement, pour rappeler, donc Romain et Besseron est le chef des cuisiniers de Matignon de la Première ministre. C'est aussi le coprésident de l'association des cuisiniers de la République française. Donc là, la gastronomie française, c'est ce qui se fait de mieux, logiquement, dans le monde. On pourra peut-être à la fin demander un petit conseil au niveau culinaire, pourquoi pas. Et puis, bon, ça fera peut-être un lien à un moment donné avec Omar Benzarga lorsqu'on fera sa présentation. Aujourd'hui, il a
et aussi dans la restauration. Donc ça pourra peut-être faire pourquoi pas à l'occasion un lien entre ces deux. Alors, son côté parcours scolaire, et puis avant d'en arriver sur le parcours scolaire, c'est nous dire peut-être d'où tu viens, comment tu as grandi sur Châtellerault, parce que toi aussi tu es un enfant du Châtelleraudais. C'est ça, bonsoir à tous. Romain Besseron, donc 45 ans, chef de la première ministre à Matignon, comme dit Naline. Moi j'ai eu mon parcours scolaire à Châtellerault, donc je suis né à Châtellerault, la Canale, Georges Sand. Suite à ça, j'ai poursuivi mes études à l'école hôtelière Aliénor d'Aquitaine à Poitiers, où j'ai obtenu mon CAP BEP, n'étant pas très motivé pour les études. J'ai décidé de me lancer dans la vie professionnelle. Et j'ai démarré ma première expérience professionnelle à côté de Poitiers, au Château Périgny. Voilà, et en 98, je suis monté sur Paris et j'ai fait ma carrière sur Paris depuis 25 ans. Alors, voilà. Aujourd'hui, tu es dans le milieu du culinaire, de la gastronomie, de la cuisine. Alors, souvent, moi, la question que je me posais en fait en regardant ton parcours, c'est que souvent, il y a des métiers un peu comme ça, pompier, policier, où on veut faire un peu comme papa ou comme maman, en fonction de... Voilà, c'est une vocation souvent familiale. Et la cuisine, finalement, c'est pas anodin. Et ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il y a un lien familial par rapport à ta vocation Exactement, ouais. Moi je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, disons. J'avais mes grands-parents qui étaient agriculteurs en Touraine. Et c'est vrai que de par ça, depuis tout petit, j'ai voulu être cuisinier. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été motivé par ce métier. Et voilà, de par aussi le partage aussi des grands repas familiaux avec mes grands-parents, avec ma mère aussi qui cuisinait beaucoup. Donc je pense que ce lien est né avec ça. Et voilà, j'ai décidé d'ouvrir ma voie sur le monde de la cuisine. Alors on aura tout le temps de discuter de ton parcours et puis de vos parcours respectifs. Pour terminer, Gilles Das, alors en direct de New York, je suppose. J'espère que la communication se fera pour le mieux pour ce temps d'échange. Écoute, déjà, je te remercie pour ta présence. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai repris contact avec toi aujourd'hui pour échanger un petit peu en amont de ce temps d'échange. Et alors, te concernant, toi, tu es né, tu as grandi à Châtellerault, et finalement aujourd'hui, tu es à New York. Donc entre les deux, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de vie et scolaire, qui est ton cheminement finalement qui a fait qu'aujourd'hui tu es parti à l'international? Ok, bonjour à tout le monde, mon nom est Gilles Das Delco. Beaucoup d'entre vous me connaissent, mais je pense que les plus jeunes ne me connaissent pas vraiment. Je suis de la génération Amine, donc ça me fait tout drôle d'être interviewé par Amine et maintenant habité à New York. C'était pas prévu dans le scénario, je crois, initialement, mais c'est arrivé. Non, donc je suis né à Châtellerault dans début des années 80. Point important quand même, c'est que je suis issu d'une famille togolaise, donc mes parents viennent du Togo, mais moi je suis né à Châtellerault. On n'est pas une communauté très nombreuse en France et encore moins à Châtellerault. Donc ils sont arrivés sur la plaine de Mont au début des années 80. J'ai grandi là-bas, j'ai fait le parcours scolaire typique d'un jeune de la plaine, donc ça veut dire j'ai fait Littré, la Canale, Georges Sand et Branly. Après avoir fini le lycée Branly, je suis parti à Cergy-Pontoise, en région parisienne, donc dans le 95, faire des études de droit. J'ai terminé mes études de droit à l'université de Tours, donc j'ai une maîtrise de droit. Et après ça, je suis parti quelque temps en fait en Irlande. J'ai commencé un petit peu à travailler, mais quand je suis parti en Irlande, c'était avant tout pour apprendre à parler l'anglais. Donc, je suis revenu en France après quelques mois. J'ai fait des études de finance. Je suis sorti avec une licence de l'université Paris 5 et après j'ai commencé à travailler dans le domaine bancaire. Pourquoi avoir fait des études de finance et avoir fait des études de droit? C'est que j'avais noté, de par mon expérience à l'étranger, en fait, qu'en cumulant les diplômes et des diplômes qui sont complémentaires, c'est plus facile de trouver des travail, parce qu'on était mieux payé, qu'on était spécialisé. Et aussi, je pensais que travailler dans le monde de la finance, ça me permettrait de voyager.
Quand en gros, il faut un ordinateur et parler anglais. C'est de par l'expérience que j'avais eue aussi à l'étranger, j'ai pu m'orienter professionnellement. Je te remercie, Gildas. Alors, je vais faire la transition volontairement pour terminer avec Omar. Pourquoi? Parce que c'est un parcours qui va parler à beaucoup de nos jeunes. Hein. C'est l'école de foot qui est ici présente aujourd'hui. Et toi, Omar, en fait, finalement, ta jeunesse, tu as grandi en parallèle entre ce que tu voulais faire, devenir footballeur quand tu étais plus jeune, mais il y a toujours la scolarité, même si on veut devenir footballeur plus tard. Donc, si on peut en démarrer un petit peu et puis amener un petit peu ce cheminement, si tu peux nous faire un petit retour sur cette adolescence qui était la tienne, qui est assez particulière, mais qui va certainement parler à beaucoup des jeunes ici présents qui, forcément, aiment le foot. Okay. Donc bonsoir à tout le monde. Donc Omar Benzarga, j'ai 33 ans. Je suis né à Châtellerault, donc j'ai grandi ici. Et j'ai poursuivi mon cursus scolaire un peu comme tout le monde ici. Donc Littré, la Canale, jusqu'au collège Georges Sand, où j'ai dû partir après ma 5e poursuivre mes études à Châteauroux, où j'ai intégré le pôle espoir de Châteauroux. Et donc après ça, j'ai fait du coup ma 4e et ma 3e dans un collège à Châteauroux, où j'ai ensuite fini à Lille au lycée en filière générale. Au niveau de mon parcours scolaire, moi, c'est quand même beaucoup moins long que mes collègues ici présents. Moi, j'ai eu mon brevet des collèges et après ça, j'ai fait le choix de me mettre à 200% dans le foot. Un choix que j'ai regretté même d'ailleurs. En fait, je regrette vraiment de ne pas avoir été au moins jusqu'au bac, parce que je n'avais pas préparé la suite de ma carrière. Et donc voilà, ensuite, comme je vous ai dit, j'ai été à Lille, et ensuite j'ai poursuivi ma carrière de football jusqu'à mes 27 ans. Et après mes 27 ans, donc ça s'est arrêté assez brutalement pour moi, pour plusieurs raisons. Et du coup, j'ai dû un petit peu me réorienter. Juste une petite précision qui est importante, c'est que dans ta jeunesse, dans les mêmes âges, en 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, Omar était footballeur et il jouait pour l'équipe de France. Il était même capitaine de l'équipe de France en moins de 15 ans, en U15, en U17. Donc on peut dire que à cet âge-là, les études, la scolarité, c'est vraiment secondaire, quoi. On ne se dit pas que plus tard, peut-être le foot ça va s'arrêter et j'aurai peut-être besoin d'avoir ce cheminement scolaire. Tu as eu un parcours par la suite en tant que professionnel. Tu as joué à Lille, à Nantes, tu as joué à l'étranger en Algérie, tu as été donc en équipe de France, en équipe espoir d'Algérie. Donc tu as véritablement eu un vrai parcours footballistique. C'est l'un des rares. C'est l'une des rares personnes qui est née, qui a grandi chez Châtellerault, qui a eu un parcours aussi élogieux sur le plan footballistique. Ça, c'est important de le rappeler. Et peut-être aussi là où ce sera intéressant de pointer du doigt pour expliquer aux jeunes qui sont là, c'est que on est jeune, on gagne de l'argent, on laisse la scolarité de côté. Pourquoi pas? Mais au final, est-ce que c'était bien, pas bien d'avoir que cet objectif de devenir footballeur, ou si c'était à refaire, tu l'aurais fait différemment? Bien sûr, comme tu dis, moi en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une carrière footballistique qui a vraiment explosé à l'âge de 16-17 ans, où j'ai intégré l'équipe de France, où j'ai fait la Coupe d'Europe avec l'équipe de France, où on a fait vraiment beaucoup de choses, et j'étais un des rares privilégiés à pouvoir faire ça. Et c'est clair que quand on est en équipe de France, qu'on commence à gagner un petit peu d'argent dès l'âge de 15 ans, qu'on est approché par des grands clubs européens, voilà, on se dit que notre route elle est un petit peu tracée dans cette voie-là, et puis on laisse un petit peu l'école de côté. Et puis pour répondre à ta question, si c'était à refaire, je pense que j'aurais quand même poursuivi ma scolarité à côté, parce que comme ce qui m'est arrivé,
La carrière peut s'arrêter brutalement, mais ça, on peut pas s'y attendre. Et quand ça arrive, ça nous fait tout drôle. Et j'aurais vraiment été content si j'avais eu un bagage scolaire. Alors, on parle d'événements sportifs, de coupes dans le foot, mais je crois que dans la cuisine, il y a aussi des coupes à gagner. Et je reviens rapidement vers toi, Romain. Juste pour reprendre, à 19 ans, tu sors de l'hôtellerie de Poitiers. Et finalement, si on suit ton parcours, je regarde un petit peu, c'est pas mal de grands restaurants, de grandes places. Château-Péry à 19 ans, le Montparnasse, le Ritz à Paris, le Relais Louis XII, le restaurant Georges V. Donc, bien évidemment, c'est plus de 20 ans d'évolution. Et en fait, on commence d'en bas. Parce que j'ai regardé, tu as démarré comme commis de cuisine. Alors, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais tu pourras peut-être apporter des précisions. Mais entre 98, c'est une date que tout le monde connaît, puisque la France a gagné la... Exactement. Et c'était peut-être ce qui t'a donné envie d'aller plus haut. Un an plus tard, demi-chef de parti. Alors, pas politique, mais on est toujours dans la cuisine. Chef de parti en un an suivant. En 2010, chef de production. En 2017, adjoint, chef, pour en 2020 devenir chef à Matignon. Donc, il y a un point de départ, commis de cuisine, et ton poste aujourd'hui, ces changements en fait, comment ça a eu lieu? Exactement, ça s'est créé par de la motivation d'abord, parce que quand on choisit un parcours manuel, il faut savoir qu'il faut énormément d'investissement, voilà, et on travaille énormément dans l'hôtellerie, il faut le savoir. On commence aussi en bas de l'échelle et on évolue dans son parcours en gravissant plusieurs étapes. Et comme tout parcours professionnel, voilà, à force de travail, à force de volonté, à force d'expérience, on rencontre aussi des personnes qui vous expliquent comment se passe un petit peu le métier, qui vous font voir, qui vous prennent sous leurs ailes et qui fait en sorte de vous conseiller au mieux pour évoluer dans la vie professionnelle. Alors, idem un petit peu dans ton parcours, en fait, aujourd'hui on a l'impression que tu es arrivé au summum, mais où est-ce que tu te situerais? Est-ce qu'il y a d'autres ambitions? Il y a d'autres projets derrière? Voilà, l'avantage dans notre métier, dans l'hôtellerie, c'est qu'il y a une diversité de services qui peut ouvrir énormément de portes. Aussi bien de la cuisine, de la salle, on peut monter son entreprise, on peut faire des grands établissements, on peut voyager, voilà, il y a une liberté d'expression qui est énorme. Et je pense que beaucoup d'entre nous peuvent trouver leur place sans aucun problème. Alors j'ai vu dans ton parcours que dans les différents restaurants où tu as pu travailler, évoluer, tu as toujours été tutoré, accompagné par ce qu'on appelle les meilleurs ouvriers de France. Exactement, moi, j'ai choisi mon parcours en fait dans les établissements de luxe. Et j'ai toujours été accompagné par de grands professionnels, par des grands chefs que j'ai rencontrés, qui m'ont formé et qui m'ont aiguillé sur différents parcours auxquels j'ai utilisé pour gravir tous les échelons en fait. Alors, on reviendra un petit peu sur ce qu'est ton métier aujourd'hui, hein, sur qui tu rencontres, comment tu travailles, c'est quoi la vie à Matignon. Je vais rester un petit peu sur le côté, je vais passer de la France à l'international. Mounia, alors j'ai regardé ton parcours, je me suis dit qu'heureusement que j'ai regardé ça avant l'été parce que du coup j'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde avec toi, ou presque. Alors, Canada, Jakarta, Oman, les Fidji. Donc les Fidji, c'est pour vous situer, hein, si vous regardez la carte du monde, c'est entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. T'as fait le tour du monde presque. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire? Parce que finalement, ton travail, c'est voyage. Oui. Alors du coup, je travaillais dans le réseau culturel français à l'étranger. C'est des instituts, des alliances françaises, instituts français, alliances françaises. Donc c'est un réseau du ministère des Affaires étrangères qui a pour objectif
promouvoir la culture française et la langue française à l'étranger. Donc j'ai intégré le réseau en commençant par un stage, tout simplement. Un stage long de 9 mois que j'avais fait en Indonésie. Donc à ce moment-là, j'enseignais le français dans des universités indonésiennes à Jakarta. Et ensuite, depuis un moment, j'ai continué à travailler dans ce réseau. Donc j'étais ensuite chargée de mission culturelle au Sultanat d'Oman. Donc j'organisais les événements pour l'ambassade de France en Oman, donc toujours pour promouvoir la culture française et la coopération entre les deux pays sur le plan culturel et linguistique. Donc c'est pendant un an. Ensuite, je suis retournée à Jakarta, j'étais chargée de mission pédagogique. Là, je m'occupais plutôt des centres, de la gestion des cours, des formations et aussi de l'organisation d'événements culturels pour promouvoir la langue française. Et le dernier poste, c'était Fidji. J'étais directrice adjointe d'une alliance française. Et voilà. étant plus jeune, tu pensais, tu avais cette volonté vraiment de voyager déjà? Comment t'as été inspirée pour arriver finalement à cette évolution professionnelle? Oui, j'ai toujours été attirée par l'étranger. J'ai essayé quand même dans mon orientation, en tout cas à l'école, d'aller vers des filières qui pourraient me mener à l'étranger. Pendant ma première expérience à l'étranger, j'étais au pair. Alors au pair, c'est quand on va dans des familles à l'étranger pour garder les enfants et apprendre la langue aussi aux enfants. Donc, j'ai fait ça à Gibraltar, près de l'Espagne. Donc finalement, ton premier métier d'animatrice, il t'a servi. C'était, voilà. Voilà, j'ai fait ça pendant un an. Donc c'était ça ma première expérience. Et après, le Canada, étudier à l'étranger aussi, ça m'a conforté dans l'idée que je voulais m'expatrier, essayer de vivre à l'étranger, travailler à l'étranger. Alors, j'ai vu, alors je parlais de médailles tout à l'heure en préambule dans la présentation. En 2019, tu as eu la médaille d'honneur et de la bravoure des affaires étrangères, auprès du ministère des Affaires étrangères. Je pense que ça, on peut l'applaudir. Je sais que c'est pas un sujet que tu aimes aborder, mais quand même, quand on est une jeune fille, qu'on grandit à Châtellerault, se dire qu'un jour on peut avoir cette reconnaissance-là, c'est arrivé dans quel cadre? Alors quand je travaillais en Indonésie, je travaillais à l'ambassade de France. Ouais. Et au-delà de mes missions, dans mon travail habituel, j'étais aussi aux affaires consulaires, mais c'était ponctuel, dans la cellule de crise. J'organisais pas la cellule de crise, je suis rectifiée. Je n'organisais pas la cellule de crise, ça c'est l'ambassadeur qui le fait, et numéro 2. Moi j'y participais juste en fait, c'est assister les citoyens français. Donc là, en Indonésie, il y avait beaucoup de séismes et de tsunamis, ça arrivait régulièrement. Donc on avait plusieurs fois des cellules de crise. Ça dépendait aussi de la taille de l'événement. Mais concrètement, oui, c'est porter assistance aux Français, donc c'est par téléphone dans un premier temps, et dans un second temps, c'est aussi aller sur le terrain, dans les hôpitaux, à l'aéroport, pour leur porter assistance pour les papiers qu'ils auraient perdus, etc., etc. Ok, je te remercie. Alors si on reste un petit peu dans l'international, Gildas, en direct de New York, toi tu as eu un parcours scolaire assez précis, hein, parce que secteur bancaire, tu es tout de suite allé au niveau de la finance, tu as travaillé entre Paris et Lisbonne, au Portugal, puis en fait, j'aimerais savoir à quel moment tu t'es dit, je vais aller aux États-Unis. Est-ce que c'est le rêve américain? Est-ce que c'est le Yes Weekend de Obama? Enfin voilà, si tu peux nous donner un peu plus de détails. Non, il n'y a pas de problème. En fait, quand tu dis que j'ai eu un parcours assez précis, moi je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça, parce que justement, la manière dont j'ai grandi, je savais que plus tard je vivrais à l'étranger. J'ai toujours été attiré par l'étranger, j'ai toujours été curieux des autres pays, des autres cultures. Mais après, au niveau du parcours scolaire, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Donc, quand je suis parti en fac de droit, c'était plus pas par dépit, mais c'était ok, je pense qu'il faut faire fac de droit. Là, les choses ont vraiment commencé à prendre du sens pour moi. C'est à partir du moment où je suis parti en Irlande.
Parce que là, j'ai vu une autre culture, en fait, et j'ai vu une autre culture, j'ai vu une autre manière de fonctionner, et en fait, j'ai commencé à comprendre les outils dont j'allais avoir besoin, en fait, si je voulais avoir une carrière à l'étranger. Donc là, j'ai vu que mes études de droit, c'était bien, elles étaient assez spécifiques, mais elles étaient très françaises, et que des études de finance ajoutées à des études de droit, ça pouvait changer les choses. La deuxième chose aussi que j'avais vue quand j'étais en Irlande, à Dublin, c'était qu'ils avaient une approche différente en fait par rapport au profil des différents employés dans les différentes entreprises. Par exemple, je vais mentionner quelque chose que j'avais jamais entendu en fait en France avant ça. C'était que quand je cherchais du travail, quand je faisais des entretiens pour décrocher des postes ici ou là, ils avaient une mentalité qui était un peu plus ouverte que ce qu'il y avait à l'époque en France. Je ne sais pas exactement quelle est la mentalité aujourd'hui en France, mais le fait que je sois un individu qui soit multiculturel, entre guillemets, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, notamment sur le plan du management, parce qu'en fait, il me disait là-bas que vu que tu es déjà quelqu'un qui est enrichi de diverses cultures, tu as une facilité à t'adapter plus en fait à différents types de profils, donc des personnes qui te ressemblent pas forcément. Et ça, c'était pas quelque chose que j'avais entendu en France avant ce voyage-là, donc ça m'avait renforcé dans mon idée que, ok, l'étranger, ça peut être une option, il y a d'autres manières de voir le monde, et d'autres manières de le voir aussi, moi en tant que personne, ce que j'ai pu connaître en France. Donc à partir de là, je suis faire des études de finance en France, j'ai fait de manière accélérée en fait. Ça veut dire que ça a duré 1 an, et au bout des 1 an, je voulais repartir en Irlande, en fait. Mais on m'a proposé un contrat de travail qui était satisfaisant financièrement. Et venant d'où je viens, je ne pouvais pas cracher sur de l'argent. Donc, comme ça, sachant que je n'avais jamais eu d'argent, sur mon compte en banque réellement. Donc j'ai pris le contrat de travail. Mais j'ai été très clair avec l'entreprise que je voulais évoluer et que c'était un groupe international. Donc en fait, je veux dire, je travaille pour BNP, donc c'est une banque qui est une présentatrice internationale. J'étais prêt à saisir toutes les opportunités qui sont claires. Donc les opportunités elles ont mis on va dire qu'elles ont mis du temps à arriver, ça allait assez vite en fait. Mais ça allait assez vite parce que j'avais un responsable qui était plus jeune que moi en plus, alors que j'avais peut-être 27 ans, qui était plus jeune que moi mais qui était un génie, qui était prêt à me tendre la main, mais pas dans le sens par gentillesse ou quelque chose comme ça. En fait, il pensait que j'étais le meilleur que je faisais dans son équipe. Donc il a tout fait pour me garder le plus longtemps possible et m'offrir des opportunités. Donc offrir des opportunités, ça a commencé avec le Portugal. Donc j'ai formé des gens en France, d'abord qui venaient du Portugal, et après je les ai accompagnés au Portugal, j'étais leur manager au Portugal. Et une fois que j'avais réussi mon expérience au Portugal qui s'est très bien passée, quand je suis rentré en France, il y a un projet qui se mettait en place pour les États-Unis, et une fois que j'avais fait mes preuves au Portugal, en fait, mon nom il est venu assez rapidement dans la conversation. Moi, les États-Unis, c'était un pays. J'étais déjà parti en vacances et j'aimais pas mal, en fait, on va dire New York. Comme on dit, les États-Unis, de manière générale, c'est trop grand pour parler d'un pays comme ça qui est plus d'un continent qu'un pays. Donc, j'étais vraiment attiré par la ville de New York et le projet était sur la ville de New York. Donc, on va dire, on m'a demandé, j'ai accepté, il fallait négocier le contrat et toutes ces choses-là, et c'est comme ça que j'ai atterri à New York. Mais c'est plus parce que je suis parti en Irlande, il y a eu une petite expérience et que j'ai rencontré des noms du monde et que j'ai pu travailler à Paris, que j'ai pu avancer petit à petit. Donc ça s'est fait vraiment pas à pas. J'étais pas à 20 ans avec l'idée de ok, je vais faire comme ci et comme ça, et dans 5 ans je vais me retrouver là. Donc c'est plus une fois que j'ai commencé à ouvrir une porte, j'ai enchaîné, j'ai ouvert toutes les portes que je pouvais le plus vite possible. Si tu me permets, alors, c'est vrai qu'avant la soirée, j'avais eu un échange avec Romain, et on parlait de pousser des portes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être moteur et puis il faut ouvrir pour sa propre réussite. Et il y a ce côté-là, et puis il y a aussi le côté accompagnement. Parce que je crois qu'à un moment donné, tu as parlé peut-être d'un mentor ou de quelqu'un qui t'a un petit peu supervisé. Ou alors, ta réussite, tu te la dois à toi-même, et finalement, c'est ta volonté personnelle qui a fait que aujourd'hui, tu es au poste qui est le tien. En fait, ça va dans les deux sens. Ce que je veux dire, c'est que ta chance, tu l'as créée, en fait. Donc, ça veut dire, parce que j'étais performant dans le travail que je faisais, le responsable que j'avais à l'époque, il a poussé pour que je sois promu, et il a poussé pour que je fasse plus que ce que je faisais, parce qu'il sentait que, aussi à un moment donné, j'allais m'ennuyer. Donc, c'était gagnant-gagnant, en fait. C'était bien pour son équipe à lui, son travail à lui, et c'était bien pour me garder, et moi, pour avancer dans ma carrière.
Mais clairement, on n'y arrive jamais totalement tout seul. En fait, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise oui, qui accepte votre candidature ou des choses comme ça. Mais aux États-Unis, il y a Oprah Winfrey qui dit qu'en fait, la chance, c'est bien après le travail, en fait. On n'arrive pas à un certain degré, à un certain moment, juste par chance, en fait. C'est parce qu'il y a un travail préalable qui a été fait. On arrive à un moment donné où les opportunités s'offrent à vous ou apparaissent juste devant vous. En fait. Donc ça, je pense que c'est une phrase qu'il faut retenir. La chance, elle vient après le travail. Romain, lorsqu'on échangeait tout à l'heure, on parlait de ton parcours, effectivement. Ça s'est pas fait sans travail. Exactement, ouais, je suis d'accord avec Gildas, c'est que, en fait, son parcours, on le crée soi-même, de ses motivations, de ses rêves aussi. On a tous des objectifs professionnels et je pense qu'on est motivé à vouloir réussir ces objectifs en essayant de pousser des portes qui sont peut-être inconnues. Et il ne faut pas hésiter à pousser toutes ces chances-là, toutes ces portes-là pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et de rencontres, de rencontres professionnelles, on fait des preuves auxquelles les gens aussi s'attachent à notre expérience, ce qui nous amène aussi à développer certaines choses par diversité d'expériences diverses. Youssef, toi, de ton côté, la réussite, on la chante, l'espoir, on le chante, mais dans la réalité du terrain, aujourd'hui qui est auto-entrepreneur, parce que là on était un petit peu sur le volet de ceux qui ont migré à l'international, mais il y a ceux qui sont restés, qui font une réussite dans leur ville. Et ça, c'est aussi un exemple, c'est de se dire, est-ce que la réussite, elle se fait que en voyageant, que à l'international, ou est-ce qu'elle peut se faire en grandissant et en restant à Châtellerault? Je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Gildas et M. Pêcheron, c'est que c'est vrai qu'il y a un petit peu de chance, mais la chance, ça vient que par le travail. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas se mettre de barrières. Il y a des barrières physiques qui sont dures à surmonter, mais les barrières qu'on se met dans la tête nous-mêmes, c'est vraiment un frein à la réussite. Il faut se dire que tout est possible, tout simplement, et on a la chance de vivre dans un pays où on nous donne quand même beaucoup d'opportunités. Donc avec du travail, des efforts, de la curiosité et un esprit ouvert, je pense que franchement on a les moyens d'aller loin là où on vit. Après c'est important aussi de ne pas rester dans le cocon là où on vit. C'est bien à l'international, mais c'est très bien aussi en France. Vraiment, on arrive à avoir une ouverture d'esprit et certaines choses qu'on ne nous dit pas ou qu'elles on n'a pas forcément entendu parler et ça peut nous ouvrir des portes et une façon de voir les choses et de penser qui est différente, c'est important. Et ce qu'on disait aussi tout à l'heure, le réseau qui est très très important. Moi dans mon domaine je l'ai vu à un moment où j'allais arrêter parce que bon, je fais de l'achat-vente, mais derrière il y a tout un travail de démarchage auprès de concessions pour justement avoir le produit pour pouvoir travailler. Et il y a un moment comme ça où j'arrivais pas à trouver la matière pour travailler justement, donc les voitures. Et un jour comme ça, dans une concession près de Tours, je démarche et je vois un commercial avec qui j'étais à limiter à Châtellerault. Donc c'est grâce à ça, au jour d'aujourd'hui, je travaille encore avec cette concession, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Donc j'ai vu là vraiment la force d'un réseau. Et puis quelqu'un certainement avec qui tu étais en bonne entente pendant ta scolarité. Exactement, j'étais en très bonne entente. Et au jour d'aujourd'hui même, il a aidé aussi la montée donc il est plus commercial mais responsable de véhicules d'occasion. Donc je traite avec lui directement. Et c'est mon premier fournisseur de véhicules. Alors, sans ça, j'aurais forcément pas pu... T'arrêtes juste un petit instant, parce que du coup, on va arriver à un moment donné, vous allez parler de vos activités. Je crois que Gildas, toi, tu voulais rebondir à un moment donné quand on parlait d'accompagnement, de réseau, de travail. Non, en fait, ce que je voulais rajouter, c'était que... En fait, quand Youssef parle des barrières qu'on se met nous-mêmes, ou... que d'autres personnes mettent. Je pense que c'est quelque chose de très important et qu'il faut absolument ligner dans ce genre de discussion. En fait,
c'était que j'ai eu la chance d'avoir quand même des parents qui m'ont toujours, le mot n'est pas encouragé, mais qui me disaient en gros que je peux faire ce que je veux dans la vie. Et j'ai grandi aussi avec cette idée-là de ce que je peux faire ce que je veux dans la vie. Et pour revenir aussi sur ce que Youssef disait, et, d'ailleurs bonjour Youssef, bonsoir Youssef, c'est que mon propos ne sera pas de dire forcément c'est mieux ailleurs, quelque chose comme ça. En fait, le propos c'est plus de dire faites ce que vous voulez. Et vous ne mettez pas de barrière. Donc en fait, tu peux être très heureux à Châtellerault, tu peux être très heureux à Tours, tu peux être très heureux à Marseille et tu peux être très heureux à New York. C'est pas forcément mieux ailleurs, mais en fait, c'est ce que vous allez faire de votre vie et comment vous allez la construire. Mais c'est avant tout grandir avec cette idée qu'il ne faut pas se mettre de barrières. Et les barrières elles viennent de nous, mais aussi elles viennent aussi de l'entourage. Ça peut être nos parents, en fait, ça peut être un professeur qui dira que tu ne peux pas faire ça, un conseil d'orientation, ça peut être plein de personnes qui peuvent nous mettre des barrières, mais au final, la personne qui vous connaît le mieux, c'est vous-même. C'est vous-même. Et il faut jamais personne arrive à casser la motivation que vous pouvez avoir et les ambitions que vous pouvez avoir. C'était juste ça que je voulais rajouter. Alors, je pense que c'est une bonne transition, parce qu'à un moment donné, je voulais aborder avec Omar au niveau de son parcours. Donc, comme on le disait tout à l'heure, un parcours exponentiel au niveau footballistique. Et puis repartir à zéro. Et on parle d'entourage, on parle de la motivation déjà personnelle pour repartir. Et je pense que c'est intéressant, surtout dans ton parcours aussi, qui est d'expliquer aux jeunes qui sont là qu'on peut arriver haut et puis repartir à zéro. Enfin voilà, c'est tout ce côté-là. Si tu peux nous raconter un petit peu l'historique de ton parcours à ce niveau-là. Ouais, bien sûr, ça va dans les deux sens après. On peut être tout en bas et puis exploser du jour au lendemain. Moi, c'est vrai que ça a été l'inverse. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû arrêter ma carrière professionnelle de foot pour plusieurs raisons, comme je vous le disais tout à l'heure. Après, je me suis retrouvé à Châtellerault, je suis revenu dans ma ville natale. Il fallait bien que je fasse quelque chose, mais c'est vrai que la transition a été hyper compliquée. Quand vous avez fait que du foot, que vous n'avez pas fait de longues études, vous avez juste un brevet des collèges et que vous postulez dans des boîtes et qu'on vous dit que vous avez aucune expérience professionnelle, que vous n'avez pas de diplôme, voilà, vous vous dites qu'est-ce que je vais faire, quoi. Donc ça n'a pas été simple, ça a été une période de quelques mois, mais qui ont été très longs, où je me suis posé beaucoup de questions, et ensuite à ça, j'ai repris un petit peu ma vie en main grâce à mes grands frères, notamment, qui m'ont poussé un petit peu à me reprendre en main, et du coup, je me suis lancé dans la vente automobile. Je ne te faisais pas concurrence encore, Youssef, parce que je crois que tu n'étais pas encore dedans. Je ne sais plus trop, mais je me suis lancé dans la vente automobile avec un de mes grands frères pendant 1 an, et voilà, c'était pour avoir un petit peu cette approche avec le monde, avec la vie réelle surtout, et le monde professionnel. Suite à ça, voilà, ça ne me plaisait pas forcément, et je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose. J'avais toujours ce projet en tête d'ouvrir un fast-food sur Châtellerault ou à Poitiers. Et du coup, je me suis inscrit à l'école de la deuxième chance, grâce notamment à mon frère Brahim qui est là. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'école de la deuxième chance, peut-être pour ceux qui ne savent pas de quoi il en est? L'école de la deuxième chance, en fait, c'est une remise à niveau scolaire, on va dire, en français, en mathématiques, et avec laquelle on fait des stages en entreprise, en fait. Donc moi, je suis vraiment reparti de zéro. J'ai repris un peu les notions comme je vous ai dit, de français, de mathématiques, d'informatique aussi. J'ai appris à faire un CV, parce qu'il faut savoir que quand j'étais footballeur, je n'avais jamais écrit un courrier, j'avais jamais rien fait, on était assistés. Au quotidien, on nous trouvait nos appartements, on nous faisait absolument tout. Donc moi, je connaissais absolument rien de ce que j'appelle la vie réelle. Et donc, l'école de la deuxième chance, était là pour me remettre un petit peu à niveau et me remettre là-dedans, en fait. Alors, finalement, ce qui en ressort, c'est que la réussite ou l'orientation, le cheminement,
qui se fait grâce à des facteurs qui sont assez connus finalement. Ça peut être la famille, tu parlais de tes frères, ça peut être les meilleurs ouvriers de France, donc des mentors, ça peut être un boss qui voit le potentiel se développer et qui offre de nouvelles opportunités. Ça peut être aussi au travers de rencontres, de réseaux, Youssef t'en a parlé. Et puis ça peut être aussi au travers du voyage et de l'évolution professionnelle. Monia, tu me confirmes si c'est le cas. Et toi d'ailleurs, dans ton cas, parce que pour moi c'est une réussite ton parcours tout de même, tu penses qu'elle vient de quel facteur en particulier? Le réseau, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est vraiment les personnes qu'on rencontre et qui nous aident à évoluer dans notre parcours. Je sais que il y a une personne, un manager qui m'a aidé à rester dans le réseau, dans mon réseau professionnel et à évoluer dedans, qui a pu m'aider à aller sur d'autres postes, etc. Donc, garder un bon réseau, c'est hyper important dans le travail. Le réseau, finalement, il se construit à l'école, mais il peut se construire aussi à travers le sport. Hein. Et finalement, quand on fait des matchs, quand on fait des entraînements, quand on rencontre d'autres clubs, que ce soit à travers du foot ou d'autres activités sportives, on commence à faire connaissance avec des personnes qui vont évoluer chacun de leur côté et qu'on va peut-être retrouver 5 ans, 10 ans ou Gildas 20 ans après pour se dire voilà mon activité, finalement on peut peut-être travailler ensemble. Moi j'ai un restaurant, toi t'es à Matignon, tu peux peut-être me faire ma carte. D'ailleurs, Amine, je passe le bonjour à Conjura, qui c'est mon stagiaire à l'UIT. Et sans le foot, en fait, je pense qu'on n'aurait pas eu contact tous les deux. Alors Conjura, c'est un joueur du club qui est aussi éducateur sportif et qui aujourd'hui, je crois, est en... Il est à l'UIT et il fait son stage de 2e année, donc il est en stage de 2 mois dans le domaine commercial. Okay. Je crois qu'en discutant avec Romain en début de soirée, tu disais que tu intervenais dans les écoles et qu'il y avait aussi des fois des concours pour donner l'opportunité aux plus jeunes de montrer leurs compétences et de se faire connaître. Là, je commence un petit peu à transiter vers ce qui fait votre activité aujourd'hui, pas que, mais voilà, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Exactement, oui. Déjà de mon parcours, j'ai pu aussi vivre mes rêves et rencontrer énormément de gens qui m'ont aiguillé, qui m'ont transmis. Parce qu'il ne faut pas oublier que apprendre un métier, c'est aussi être à l'écoute d'un métier qu'on veut apprendre et d'être à l'écoute de la transmission. Et je pense que la transmission est très importante de nos jours. Moi, de mon expérience aussi, je la fais partager à des jeunes qui sont dans des lycées. Notamment ce matin, j'étais encore au Mans pour être jury sur une épreuve de bac pro cuisine. Et j'œuvre aussi pour des concours de cuisine qu'on organise pour des jeunes, pour des apprenants, qui sont dédiés aux écoles hôtelières, de façon à mettre aussi en valeur toute cette voie-là. Et de montrer aussi par notre métier, notre expérience, d'ouvrir, de tendre la main à l'avenir et à la jeunesse de façon qu'ils puissent aussi être accueillis au mieux dans notre métier. Alors, je le disais tout à l'heure dans ton parcours, 20 ou 25 ans d'évolution professionnelle, tu as commencé comme commis de cuisine. Tout bas, ouais. On va au plus bas de l'échelle pour être à la tête maintenant d'une équipe de 40 personnes. Le quotidien, comment ça se passe? C'est de l'organisation, c'est du management, on œuvre dans divers domaines qui sont très 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 plaisants. Donc tu me disais que tous les jours c'était 350 à 400 repas. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, en termes d'organisation, on œuvre pour 350 à 400 ouverts jours, on fait de l'événementiel, on fait énormément de choses. Je peux être amené aussi à faire des déplacements. Donc il y a toute une organisation qui s'opère à travers pas mal d'activités en fait. Alors, aujourd'hui, tu es aussi coprésident de l'association des cuisiniers de la République française. Exactement. Voilà. Donc je suis aussi un petit peu garant de la gastronomie française à travers le monde politique en accueillant aussi toutes nos personnalités politiques étrangères, chefs d'État, toutes ces personnalités-là.
Et c'est voilà, c'est quelque chose qui est très prenant. Est-ce qu'avec ton parcours, à ton âge, est-ce que tu dis que finalement tu as fait tout ce qu'il y avait à faire ou tu as d'autres objectifs, d'autres rêves? Ouais, de mon parcours, ça m'a permis aussi de rencontrer des gens très connus. J'ai pu, voilà, par exemple, au Ritz en 98, Sergei Adama à Michael Jackson. Donc j'ai pu parler 5 minutes avec lui, donc c'est une rencontre un petit peu unique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très marquant. Et voilà, mes ambitions aussi ne s'arrêtent pas à mon poste actuel, parce que voilà, j'ai pour cœur de passer aussi le concours des meilleurs de France dans quelques temps. Donc c'est un objectif qui me motive. En tout cas, on souhaite toute la réussite. Finalement, ça, c'est Youssef, j'ai lu dans ton parcours, tu as une première activité professionnelle, hein, donc de vente de négoce de véhicules, et tu as ouvert une autre activité en annexe sur de l'aspect plutôt réparation mécanique. Donc finalement, ça ne s'arrête pas. Ouais, c'est ça en fait, le but du jeu, c'est le monde d'automobile, c'est large en fait, c'est vraiment large. Donc il y a la location, il y a la mécanique, c'est très très large. Et ouais, j'ai pour ambition déjà le garage à Châtellerault de grandir en termes en personnes et aussi en véhicules. Là on tourne en moyenne à 50 véhicules sur parc. Et j'ai ouvert une entreprise qui est, en fait c'est lié avec Autoconcept quand même, mais qui fait de la mécanique là où je suis actuellement au boulevard d'Estrée. Ouais. Donc c'est une prestation supplémentaire. C'est une prestation supplémentaire avec du nettoyage, de la mécanique, du diagnostic. Donc finalement, ton activité d'aujourd'hui, elle suit un petit peu ton parcours scolaire, hein, commercial. Donc c'est assez linéaire, hein, tu as grandi à Châtellerault, tu as profité de ton réseau pour évoluer. Donc ça c'est important, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est que ce réseau-là, il a commencé, dans ton cas, dès le plus jeune âge, d'un point de vue artistique avec la musique, mais il a continué avec ton parcours scolaire à l'UT. Omar, si on reprend un petit peu ton cheminement, tu es reparti en prenant tes études, à travers des différents stages, finalement, tu as cheminé plutôt vers la restauration, tu as ouvert d'ailleurs au Poulet Mignon, hein, qui est un restaurant fast-food sur le quartier d'Ozon. Est-ce que c'est une finalité ou c'est un point de passage? Est-ce que tu as d'autres objectifs? Ou finalement, voilà, tu es à Châtellerault, tu as ton commerce et puis le temps passe. Écoute, moi c'était surtout pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, apprendre un métier en fait. Il fallait vraiment que j'apprenne un métier, que je sache faire quelque chose après le football. Donc moi je me suis orienté sur cette voie-là parce que pour moi c'était, je vais dire entre guillemets, la plus simple. Parce que j'étais assez passionné quand même de cuisine et puis je savais à peu près voilà, comment faire un burger, hein. C'était pas non plus la mer à boire. Après c'est vrai que de bien le faire c'est autre chose. Mais ouais, voilà, je me suis lancé dans la restauration. Moi après je pense que c'est plus une transition pour moi dans le domaine professionnel. Je pense que je me vois ailleurs dans les prochains mois, prochaines années, avec d'autres projets que j'ai prévus là, à l'étranger, du coup, plus dans le domaine du sport. J'aimerais bien revenir un petit peu dans le domaine du sport. Et moi, je suis quelqu'un d'instable, assez instable. J'ai du mal à me stabiliser dans une chose. Je bouge beaucoup, j'aime bien bouger. Et donc voilà. Donc, moi, non, c'est pas. Je pense pas que ce soit quelque chose que je vais développer, mais plus une transition. Alors, pour quelqu'un qui vient dans un fast-food, dans un restaurant, on voit, voilà, on fait sa commande, on l'achète, mais derrière, il y a des équipes à diriger, il y a des fournisseurs avec qui traiter, il y a des notions un petit peu de comptabilité, de gestion. Il y a pas mal de compétences et finalement des choses qu'on apprend à l'école aussi. Oui, bien sûr, il faut savoir que quand vous avez votre burger servi sur le plateau, il y a énormément de choses qui se passent derrière. Dans la gestion, comme tu dis, dans la comptabilité, dans la gestion d'équipe, des employés, au niveau des règles d'hygiène, au niveau des règles de sécurité, il y a beaucoup de choses à gérer.
Et il faut faire ça au quotidien parce qu'un relâchement, ça peut nous coûter très cher. Donc c'est un domaine qui est très très contrôlé et auquel il faut faire attention parce que nourrir les gens c'est bien, mais voilà, il faut le faire correctement. Et donc respecter toutes ces choses-là. Alors tu as dit que tu voyais bouger parce que tu avais aussi envie de retrouver un petit peu cette dynamique de partir peut-être à l'étranger. Alors ça c'est quelque chose qui parle bien à Monia parce qu'elle a fait de sa vie un voyage. Et puis Gilda, on y reviendra juste après. Toi tu es parti pour peut-être ne pas revenir parce que ça fait quand même pas mal d'années que tu es sur New York. Mais juste avant avec Monia, aujourd'hui donc tu es ingénieur pédagogique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur pédagogique et finalement, est-ce que pour toi c'est la fin d'un long voyage ou c'est qu'un point de passage, Châtellerault? Alors ingénieur pédagogique, concrètement, je travaille avec des auteurs pour créer des formations en e-learning pour le collège et le lycée. Donc e-learning c'est en distanciel? En distanciel, c'est pour les élèves qui suivent leur éducation à distance. Donc ça c'est ce que je fais maintenant, ça reste dans le domaine éducatif, donc c'est quand même un peu proche de ce que je faisais à l'étranger. Et ça me plaît. Ça me plaît ce que je fais, c'est intéressant, notamment avec tout ce qui se passe en termes d'intelligence artificielle, etc. Donc c'est assez intéressant. Et je ne sais pas si j'essaie de résister à l'appel de l'étranger pour l'instant, donc on verra. Pour l'instant je suis bien après de ma famille, mes parents. Merci. Gilda, toi de ton côté, ça fait combien d'années que tu es à New York? Et est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit je vais revenir en France ou finalement non, je suis trop bien là-bas et finalement ça correspond plus à peut-être le côté aussi culturel, le nouvel environnement, la pensée un petit peu américaine, c'est quelque chose dans lequel tu te retrouves? Ok, pour la première question, ça fait maintenant 11 ans que je suis à New York, donc là c'est vrai que le temps passe. Après revenir en France, jamais quelque chose que j'ai exclu en fait, ça dépendra juste des conditions dans lesquelles ça pourrait se faire ou pas. Après c'est vrai que je me suis assez habitué en fait à la vie à New York pour différentes raisons, mais culturellement ouais, c'est quelque chose qui est peu comparable en fait, je dirais en termes de mixité, de gens qui viennent de partout dans le monde, que tu peux manger parce qu'on parle de restaurants ou de personnes que tu peux rencontrer et que ouais, la routine en fait à prendre dessus à un certain moment et même en fait quand je reviens à Châtellerault et que je reviens à New York, en fait j'ai l'impression que quand je rentre à New York je rentre chez moi en fait. Maintenant j'ai deux chez moi, j'ai mon quartier, Châtellerault, et il y a ici aussi qui est chez moi, mais après c'est pas quelque chose que c'est plus. J'avais des possibilités pour aller travailler au Portugal, ça c'est pas fait, mais j'aime beaucoup le Portugal. Donc ça sera aussi une éventualité pour revenir en Europe, le Portugal ou la France. Alors, tu as un métier qui est très technique, hein, tu es en charge de la surveillance des marchés financiers à New York. Alors, aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui ont entre 13 et 17 ans. Est-ce qu'avec des mots simples, on peut expliquer ce que tu fais au quotidien? Ok, dans ce cas-là je vais utiliser Amine, mais ne doutez pas que Amine soit quelqu'un de bien et qui respecte les lois. Il n'y a pas de problème, les jeunes. Je le connais depuis très longtemps. Ok, la surveillance des marchés financiers, typiquement, ça renvoie au délit d'initié. Pour simplifier, qu'est-ce que c'est le délit d'initié? Vous savez que, par exemple, Amine va acheter une entreprise. Et Amine, il a déjà une entreprise et que quand les deux entreprises vont fusionner, ils vont créer un gros groupe. Donc le cours de l'action va monter. Donc Amine, quelqu'un de ta famille ayant cette information, ils vont acheter aujourd'hui des actions de l'entreprise d'Amine en sachant que ça va augmenter dans quelques jours. Donc typiquement que, je sais pas, ça va passer de $10 à $15. Vous imaginez que sa famille en achète 20 000, donc vous faites 20 000 fois 10. Et vous imaginez qu'ils revendent ces 20 000 actions qu'ils ont achetées à $10, qu'ils les revendent 15 000 $, ça fait un profit assez important. Et typiquement, on investigue ce genre de situation en regardant les transactions financières de chaque portefeuille pour voir si la manière dont la personne a acheté les titres a été faite sans révélation d'informations préalables, d'informations qui ne sont pas sur le marché, dont ils étaient les seuls à avoir et qu'ils ne devaient pas avoir en fait. Donc typiquement, si on trouve des individus, une entreprise qui fait face à ce genre de scénario,
c'est des choses que vous devez amener devant les autorités américaines. Et éventuellement, la personne sera suivie après une enquête des autorités américaines. Mais chaque banque, en fait, doit avoir un département qui surveille les transactions pour voir que tout est fait dans les règles et que les personnes ne profitent pas d'informations qui ne sont pas encore publiques. En fait, quand l'information est publique et vous prenez avantage de l'information qui est publique, il n'y a pas de problème. Mais si vous savez que quelque chose va arriver parce que vous avez un copain qui travaille dans telle entreprise et qui vous donne l'information avant qu'elle soit révélée publiquement, là vous êtes poursuivable devant les autorités judiciaires. Donc si je résume bien, pour expliquer un petit peu aussi aux jeunes qui sont là, c'est je suis au courant qu'une entreprise va être vendue et qu'elle du coup va prendre de la valeur parce qu'elle va se regrouper avec une autre entreprise. J'achète des actions de cette entreprise-là pour 10 € par exemple, et je sais que quand elle va se regrouper avec l'autre entreprise, cette action va passer par exemple à 20 €, et moi j'ai cette information-là avant même que tout le monde le sache. Et donc du coup je mets beaucoup d'argent sur cette entreprise qui ne coûte que 10 €, et le jour où elles se retrouvent toutes les deux, et que mon action elle passe à 20 €, je vais vendre parce que je sais que ça va me rapporter de l'argent. Toi tu es un petit peu le policier qui va venir surveiller l'information pour dire « Ah, Amine, t'étais au courant, t'as mis de l'argent dans cette boîte, et finalement, c'est pas autorisé, quoi. » Exactement, tu le dis beaucoup mieux que moi, Amine, je te remercie. Et donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que, bien sûr, les entreprises ou les gens qui travaillent dans le milieu de la finance, qui font ce genre de choses-là, en fait, ils le font pour des millions de dollars et ils le font pas pour 10 000 $. On est d'accord. Donc, très rapidement, en fait, ça peut chiffrer, en fait, très très rapidement. Donc, oui, comme tu dis, je suis un policier, en fait. Donc, je me balade sur les marchés financiers, je suis là. Ok, je te remercie. Alors, il nous reste, on va dire, 10 minutes avant de passer à un temps d'échange, parce que peut-être qu'il y a des questions dans la salle par rapport à vos parcours. Donc, comme on l'a dit, partir à l'international, ça peut se décider très tôt, au travers de stages, au travers d'un parcours scolaire, à partir du réseau qu'on va se construire. Mais on peut aussi réussir en restant en France, dans sa ville, en profitant du réseau de sa commune, des organismes aussi qui existent. Et puis on peut tout aussi bien aussi reprendre ses études, Omar en a un très bon exemple, pour aller vers l'entrepreneuriat. Et finalement, aujourd'hui, ça peut être qu'un point de passage pour aller vers autre chose après. Vous savez, l'international, c'est aussi la France qui s'exporte à l'international. Romain, on l'a bien vu avec toutes les rencontres, avec ce que tu fais au quotidien. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment pour toutes ces explications, toute cette vie qui est racontée à travers vos parcours. Et je ne sais pas de votre côté, mais je pense qu'on peut les applaudir quand même. Alors, j'essaie de trouver Radouane pour voir un petit peu au niveau du timing où on en est, mais peut-être avant de laisser la parole aux jeunes et aux moins jeunes, je salue au passage notre député, M. Turcois, qui est dans la salle. Le conseil, parce qu'effectivement, on parle de réseau, mais les jeunes qui sont là aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous auriez aimé entendre de la part de personnes comme vous, qui ont eu un parcours scolaire, professionnel, qui ont évolué en France ou à l'international? Quel conseil vous pourriez donner? Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre, vous, à leur âge? Peut-être, Romain, si on peut commencer par toi. Ouais, en fait, je pense qu'il faut, comme disait Gildas tout à l'heure, ne pas se mettre de barrière. En fait, on a un rêve, on a des rêves, on a des objectifs professionnels et il faut les vivre à 1000%. Je pense qu'il ne faut pas se poser de questions. Et en fait, de par de rencontres, de par un parcours qui avance, on arrive à tisser énormément de liens, à créer du réseau aussi. Donc ne pas hésiter de vivre ses rêves et d'exploiter au maximum toutes ses connaissances et tout son réseau pour arriver à ses objectifs. En fait. Merci. Omar, tu as déjà le micro. Peut-être si on peut faire la transition aussi. Ouais, moi, si je pouvais donner un conseil, c'est déjà d'avoir une curiosité professionnelle, donc s'intéresser à certaines choses, parce que c'est vrai que quand on a entre 13 et 17 ans, on ne sait pas trop ce qu'on va faire plus tard. Donc ne vraiment pas hésiter à communiquer, à poser des questions aux personnes qui ont plus d'expérience, qui sont plus âgées.
pour nous orienter et surtout ne pas avoir peur d'aller se former vers des choses sur lesquelles on n'a aucune connaissance. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend justement et que on va peut-être trouver sa voie. Donc vraiment cette curiosité professionnelle. Après bien sûr dans les épreuves c'est la persévérance, ne jamais rien lâcher parce que les épreuves vous allez en avoir, on en a tous. Et le plus important, c'est de ne jamais rien lâcher, avoir cette détermination, parce que surtout quand on vient des quartiers, voilà, on voit dans quoi on a grandi, on voit que nos parents ont charbonné pour nous donner ce qu'on a eu toute notre enfance. Donc au moins pour leur rendre, voilà, ne rien lâcher et être déterminé. Moi, dans mon domaine, pour ce qui est du football, il y a énormément de concurrence. Donc si j'avais eu une petite mentalité, c'est sûr que j'aurais jamais rien fait. Mais voilà, c'est comme ça qu'on réussit, c'est en se disant que voilà, on a tous notre chance un jour et qu'il faut la saisir et qu'il faut surtout rien lâcher. Merci Omar. Mounia, si tu veux bien. Comme il disait, il faut toujours essayer, tenter, envoyer vos candidatures. Moi, j'ai déjà passé plein d'entretiens qui ont été chaotiques. J'ai eu des candidatures qui sont restées sans réponse. Donc, tenter et ouais, voilà. Faut essayer de créer les opportunités. Et les opportunités, il faut aussi se les créer. Il faut être moteur un petit peu de sa réussite et de son cheminement. Youssef? Je vais essayer de faire un mix de tout ce qui a été dit, parce que c'est très complet. Il y a, bien sûr, Romain a raison, il faut être curieux. Il faut être très curieux, il ne faut pas se mettre de barrière. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. On peut se tromper, tout le monde peut se tromper. L'important, c'est de rebondir et de dire qu'on fera mieux la prochaine fois. Mais pour moi, se mettre de barrière, franchement, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire qu'on vit, moi je le redis quand même, qu'on a de la chance de vivre en France et c'est un pays quand même où on a beaucoup d'opportunités. Et se mettre de barrière, c'est dommageable pour nous. La force du réseau, j'en reviens aussi. Je l'ai vu dans ma propre expérience, la force du réseau. Et puis, le réseau, ça se construit. Ouais, ça se construit. Faut pas rester dans ce cocon, faut vraiment être ouvert d'esprit. Gildas, je te laisse le dernier mot un petit peu sur qu'est-ce qu'on pourrait dire à un jeune de 14-15 ans aujourd'hui qui est là, qui aimerait avoir le conseil, alors peut-être pas qu'il va changer sa vie, mais la petite astuce ou le petit conseil qui va le faire réfléchir sur ce qu'il souhaite faire plus tard ou comment il peut le faire. Déjà, la première chose, comme Omar l'a dit en fait, et Youssef aussi, c'est qu'il faut être curieux, c'est indispensable. Pour moi, la deuxième chose, quand je repense à moi quand j'avais 13-14 ans en fait, et je pense que bon, on est de la même génération, donc qui m'a manqué, en tout cas moi, c'était l'information. Et l'information n'est pas aussi disponible. L'information n'était pas aussi disponible à notre époque qu'elle est aujourd'hui. Je pense que les jeunes ils se rendent pas forcément tous compte, hein, parce que je pense qu'il y a bien fallu prendre compte que vous avez accès à Internet et vous avez accès à une information qui n'est pas illimitée mais presque, et que moi je pense que j'ai perdu du temps à l'époque quand j'avais leur âge, parce qu'en fait je ne savais pas à quel point frapper des fois quand je voulais une information, c'est-à-dire j'ai eu la situation quand on voulait savoir quelque chose des fois mais il fallait qu'on aille à la bibliothèque. Là maintenant avec ton téléphone tu peux là avoir l'information directement. Et la deuxième chose, la troisième chose que je voudrais rajouter, c'était que j'avais vu une interview d'Arsène Wenger il y a pas longtemps où il disait en fait qu'ils avaient fait des études sur les joueurs qui étaient passés par Arsenal, et ce qu'il avait remarqué en fait c'était que c'était pas forcément les joueurs les plus talentueux en fait qui réussissaient, c'était les joueurs en fait qui étaient capables de garder leur motivation le plus longtemps possible. Et ça aussi c'est quelque chose que j'ai remarqué en fait quand je suis arrivé en région présidente pour faire mes études, c'était que c'était pas forcément les meilleurs en fait qui réussissaient, qui avaient les meilleures notes. En fait, c'est ceux qui étaient les plus disciplinés. Ça c'est quelque chose d'un. Il y a les parents qui vous apportent la discipline, mais c'est avant tout il faut avoir une autodiscipline. Et ça vient avec le temps et avec la motivation. Alors ce qui est bien, c'est que parmi les jeunes qu'on a aujourd'hui, la plupart font du foot. Hein. Donc la discipline, ça s'apprend aussi au travers du sport. Le collectif, aussi l'individualité. Et c'est déjà
une chance que vous vous donnez, vous, en faisant du sport, d'acquérir ces premières compétences. Alors après, on l'a dit, il y a le lien familial qui peut aider à un moment donné dans la vie, pour reprendre des études, pour être accompagné. Ça peut être aussi la rencontre, le réseau, Youssef, tu l'as dit, mais par exemple, pour moi, dans le travers de ton parcours, travailler sous le mentorat des meilleurs ouvriers de France, bah, ça donne envie de donner le meilleur de soi-même et d'avoir envie de devenir le meilleur par la suite. Et puis, Gildas, tu l'as dit, voyager, c'est des fois déjà un premier projet. Des stages, partir à l'étranger, être, comment on appelle ça, fille au mère ou fille au père, excuse-moi. Donc voilà, profiter de tes premières compétences professionnelles d'animatrice, ça t'a aidé à réussir professionnellement un petit peu par la suite. Et moi, je souhaite vous remercier parce que vous donnez votre temps ce soir. Et Mounia, tu l'as dit, je crois, dans un article, tu as dit que j'aurais aimé, moi, à leur âge, puis être accompagné. Alors, je félicite bien évidemment le club d'Ozo, hein, qui vraiment clôture un petit peu ce projet-là. Comme il l'a dit Radouane tout à l'heure, c'est plusieurs temps de rencontres professionnelles via la mission locale, le CIO, la ville de Châtellerault qui est partenaire fortement via le... Jamie, je ne sais pas si elle est dans la salle, j'ai oublié le nom. La cité éducative. La cité éducative. Pourtant, je suis élu à la jeunesse au sport et puis parfois, je dis un petit peu les choses. Bon, moi, à mon niveau, si je peux apporter un petit peu ma pierre à l'édifice, je vais clôturer par une citation que j'ai pour habitude de donner. Elle est d'un sociologue qui s'appelait et qui dit dans les années 1900, donc on va venir au XXe siècle. Hein. C'est un sociologue qui disait « Les illettrés du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas lire ni écrire, mais ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. » Donc on apprend tout au long de sa vie, on apprend dès le plus jeune âge, on apprend aux côtés des plus grands, on apprend au sein de sa propre famille, via le réseau, on apprend en voyageant, et finalement, c'est tout ça. Donc aujourd'hui, vous avez la chance d'être accompagné, encadré, et je vous dis merci à vous déjà, parce que vous êtes les premiers à être concernés, et vous êtes là ce soir pour écouter, sagement. Et puis finalement, je vous laisse la parole pour ceux qui ont des questions. Profitez de nos invités, je vous remercie. Et puis merci à tout le monde. Voilà. Alors, s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. Alors, je vois un petit peu plus loin, il y a Aziz, là, je reconnais au milieu de la salle. Surtout, n'hésitez pas à vous présenter, à lever la main et à dire aussi qui vous êtes. Et voilà. Merci à vous pour votre présence. Donc, je m'appelle Aziz Belsedok, je suis aussi issu du quartier. Moi, j'ai juste une question à poser, alors plutôt à Omar, mais ça peut aussi ça concerne aussi tout le monde. J'ai entendu tout à l'heure qu'Omar a dû reprendre à zéro. Et je suis pas complètement sûr qu'il ait repris à zéro. Et justement, je voulais savoir qu'est-ce qui, dans ton expérience sportive, en fait, qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience sportive pour rebondir, en fait? Énormément de choses. C'est vrai que le foot, c'est pas que taper dans un ballon. Dans le foot, il y a toute une gestion de carrière. Pour gérer cette carrière, bien évidemment, il faut des valeurs. Des valeurs déjà qui sont dans l'éducation grâce à nos parents, mais aussi grâce à nos entraîneurs, à nos agents, à beaucoup de monde, à tous ceux qui sont autour de nous en fait. Et du coup, ces valeurs, c'est le respect, déjà pour commencer. Toujours respecter les personnes qu'on a en face, parce que généralement, c'est des gens qui veulent notre bien. Et du coup, ta question c'est quoi exactement? C'était qu'est-ce qui, dans cette expérience sportive, qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience qui t'a permis de rebondir après? Ce que j'ai tiré, c'est de la détermination surtout. Comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup de choses en fait. C'est la concurrence, c'est des choses qui nous apprennent à ne jamais rien lâcher, c'est la curiosité, c'est le talent, il faut du talent aussi, c'est clair. Mais le talent, pour rebondir sur ce que disait Gilbert tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas toujours les plus talentueux qui passent, mais c'est ceux qui travaillent. Et moi je l'ai vu énormément parce que je connais beaucoup de joueurs maintenant que je vois à la télé avec qui j'ai joué et qui n'étaient pas forcément les plus talentueux, mais c'est ceux qui arrivaient peut-être
avant l'heure à l'entraînement pour bosser, pour faire beaucoup plus de travail que les autres. Et généralement, c'est plus ce type-là de personne qui va réussir. Et ça, c'est des choses que moi j'ai apprises, mais trop tard, malheureusement. Moi, c'était un peu différent. Moi, j'avais plutôt le talent, mais j'aimais pas trop le travailler. Donc voilà, c'est ce qui m'a un petit peu fait défaut. Mais donc voilà, toutes ces valeurs-là sont bien sûr un tremplin pour rebondir après. Merci. Merci Omar. D'autres questions? Parmi les jeunes, je serais curieux de savoir un petit peu votre ressenti. Et est-ce qu'il y a des jeunes, par exemple, on va un petit peu plus loin là-bas? Il y a Slimane, il y a une question. On va un second à côté de M. Turquois. Alors déjà, je me présente, Slimane Ouvrière. Et j'avais une question pour Omar. Qu'est-ce que ça fait de passer d'une vie de footballeur professionnel à une vie où tu es sans emploi? En fait, ce qu'il veut dire, c'est une très bonne question. Franchement, c'est une très bonne question. Pour te répondre, franchement, c'est un gros choc. C'est un gros choc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde du football professionnel, je dis bien professionnel, puisqu'amateur, c'est complètement différent. Mais le monde professionnel, c'est un monde qui est à part. On est vraiment sur une autre planète dans laquelle on est, comme je vous disais, assisté, on est constamment complimenté. On a l'impression d'être des rois. Et donc quand tout ça s'arrête, ça fait vraiment bizarre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a eu cette période de transition où j'ai fait presque une déprime d'avoir quitté ce milieu-là. Et oui, pour rebondir, c'est vrai que moi j'avais besoin de mes frères. C'est mes frères, ma mère qui m'ont beaucoup soutenu dans cette période. Mais voilà, pour répondre à ta question, ça a été très difficile. Alors je crois qu'il y a une autre question d'un côté, votre maman, et puis au premier rang aussi après. Déjà, bonsoir à tous. Moi c'est Nasser et j'ai une question pour toi, Youssef. Est-ce que c'est dans tes projets d'ouvrir un garage partout dans la France? Enfin, ouvrir un garage un petit peu partout dans la France ou pas? Une franchise, quoi. De franchiser non, parce que le milieu de l'automobile, il subit des changements qui sont, notamment en termes de motorisation. Vous allez voir, on passe des moteurs thermiques à des moteurs électriques. Et c'est de plus en plus compliqué. Donc, j'ai pas pour projet de peut-être d'ouvrir un autre garage autoconcept, vraiment rester dans la Vienne, mais peut-être et plus axé sur la mécanique. Mais en ce qui concerne l'achat, vente et reprise, c'est pas dans mes objectifs. Bonsoir, moi c'est Noah. J'ai une question pour toi, Omar. Si la vie professionnelle de foot c'était aussi bien, pourquoi avoir arrêté? Je sais pas si c'est un choix ou pas, mais. Excuse-moi, j'ai pas bien entendu. En fait, il te demande si la vie de footballeur était bien, pourquoi t'as arrêté? C'est-à-dire qu'en fait, il connaît pas le motif qui t'a amené à basculer. Je vais pas dire un côté obscur, mais entre le football et. Le parcours que j'ai eu, franchement, on pouvait en écrire un livre. Et Gildas, il en est témoin d'ailleurs, parce qu'on voulait écrire un livre il y a quelques années sur mon parcours. Jamais trop tard. Hein? Jamais trop tard. Ouais, c'est jamais trop tard, c'est vrai. Mais pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'ai été un petit peu trop têtu. J'ai fait des petites bêtises dans ma jeunesse qui m'ont suivi assez longtemps. Et au bout d'un moment, voilà, j'en ai eu un petit peu marre que ça me lâche pas et que voilà, je me suis dit qu'il fallait que je passe à autre chose au bout d'un moment. C'est pas un choix qui s'est fait du jour au lendemain, mais bien sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ça n'a pas été simple. Mais moi, s'il y avait une chose que j'aimerais changer, c'est bien sûr, c'est d'enlever le fait d'avoir été très têtu et plutôt de fermer un petit peu ma bouche et de travailler plus pour réussir dans le domaine que je voulais au départ en football. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci Omar. Alors, je crois qu'il y a une jeune fille qui voulait poser une question.
je m'appelle Naïla et j'aimerais savoir, Mounia, comment tu prépares ton arrivée dans un nouveau pays? Ah, oh, tu peux répéter la question plus fort, s'il te plaît? Comment tu prépares ton arrivée dans un nouveau pays? Comment tu prépares ton arrivée dans un nouveau pays? Alors, il y a peut-être le côté de la langue ou l'aspect de la langue. Dans le travail ou dans la vie quotidienne? Trouver un logement, voyager, la barrière de la langue, s'acclimater, enfin c'est tout l'ensemble, je pense. Ouais, c'est vraiment dans la globalité. Comment ça se passe quand tu arrives dans un pays nouveau Entre l'entretien et l'arrivée. En général, je vous avoue, je ne me prépare pas trop pour la vie quotidienne. Je le fais vraiment au jour le jour. J'arrive sur place et je cherche un appart sur place. J'apprends la langue sur place. Enfin, c'est vraiment, je me prépare plus pour le travail avant de partir. Mais pas pour l'aspect logement, en fait, comment ça se passe une fois que tu arrives dans le pays? Est-ce que c'est préparé en amont ou il y a du relais, il y a des relais sur place? Ça dépend du type de contrat, ça dépend de... Parfois le logement il est pris en charge par mon employeur, parfois c'est moi qui cherche seul et là contacter des agents immobiliers, faire des visites, ça prend plusieurs semaines. Et puis, mais c'est vraiment pas compliqué. Si on prend l'exemple de ce que tu as passé quand même pas mal de temps à Jakarta, en Indonésie, comment tu as préparé cette arrivée? Ou alors, un autre exemple, le Canada, parce que c'est ton premier départ, c'est ton premier pays pour lequel tu as quitté la France. Comment ça s'est passé? Comment on est arrivé sur place? Oui. Mais je suis arrivée, j'étais logée en hôtel, j'ai fait des visites, enfin je cherchais sur internet des logements et je faisais des visites. C'est comme ici en fait, c'est pas très différent de la France. Ouais, le choc culturel toujours au départ et puis on s'y habitue et ça devient notre deuxième maison au fil des jours, ouais. Mais c'est pas... c'est comme en France, c'est comme changer de ville. C'est pas aussi insurmontable qu'on peut. Des fois on a des a priori parce qu'on change de pays, mais au final c'est pas... Voilà. Quand on parlait tout à l'heure de passer des portes, déjà il faut avoir la volonté de partir et puis il faut se bouger, hein, tout simplement. Oui. D'autres questions? Oui, je m'appelle Lisa. C'est une question pour Romain. Une question pour Romain. Est-ce que vous avez des testeurs pour tester vos plats ou c'est juste comme ça? Est-ce que vous avez des testeurs pour tester vos plats ou c'est... Non, en fait, le testeur, oui, c'est moi avec l'équipe au quotidien qui créons, qui goûtons, on fait plein d'essais. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On essaye aussi de créer, d'associer certaines choses. Donc voilà, on fait marcher de l'imagination au quotidien, on teste, on goûte, on essaye aussi de chercher des produits un petit peu rares. Moi je vais surtout aussi à l'encontre des fournisseurs. Voilà, on a un gros marché, on a la chance d'avoir un gros marché international à Paris qui s'appelle Rungis, qui est un petit peu le flux de pas mal de produits divers et variés, notamment français ou étrangers. Donc, ce qui permet aussi d'avoir une belle composition sur une multitude de produits pour créer. Après, sur certaines occasions, moi j'ai pu œuvrer aussi sur la réception de chefs d'État étrangers, notamment pour le Qatar ou pour des pays un petit peu plus méfiants au niveau des religions. Et effectivement, on a un goûteur qui goûte les plats avant que ça parte au convive. Mais bon, chose très exceptionnelle. Oui. Voilà, mais ça arrive. Alors, une question côté de Mama. Alors, bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Benzarga Mohamed, je suis éducateur et joueur en club d'OSAFC. Et moi, j'avais une question pour Gildas. Du coup, c'était pour savoir, est-ce que c'était pas trop dur l'intégration lorsque tu es arrivé en Irlande ou même aux États-Unis? Alors, Gildas, c'est une question du neveu, hein. C'est le gars. Et donc, il te demande comment s'est passé un petit peu l'intégration, que ce soit en Irlande ou aux États-Unis? Est-ce que ça n'a pas été trop dur? En fait, comment tu as fait pour t'adapter à ce nouvel environnement?
On va dire que c'était deux différents moments de ma vie. En fait, quand je suis arrivé en Irlande, c'était vraiment, j'étais étudiant, j'avais pas 50 € en poche. Donc, je suis arrivé dans une auberge de jeunesse et je cherchais un travail à partir de l'auberge de jeunesse. Et c'était une période où, en fait, l'Irlande, c'était devenu une zone franche. Donc, il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient parties là-bas. Donc, il y avait beaucoup d'Européens qui étaient partis chercher du travail là-bas parce que tout d'un coup, ils avaient beaucoup de travail, mais ils n'avaient pas assez de personnes qui étaient diplômées. Donc, très rapidement, en fait, je me suis retrouvé à traîner avec des Irlandais, des Espagnols, des Portugais. Et on parlait de réseau, de choses comme ça. Aussi, je jouais au football quand j'étais là-bas et très vite, en fait, je fais des amis. Donc, c'était assez simple. On était tous dans la même galère à chercher du travail. Donc, dès qu'il y en avait un qui avait une opportunité, il disait à l'autre, il cherche du travail là-bas. Là. Et vu qu'on arrivait tous sans amis, entre guillemets, on s'est créé une bande et des amis là-bas. Quand je suis arrivé à New York, c'était différent dans le sens où, on va dire, j'avais un peu plus d'argent dans mes poches. Et l'entreprise prenait soin de moi dans le sens où, en fait, j'ai pas eu à chercher un approchement quand je suis arrivé ou des choses comme ça. Donc, je me suis retrouvé dans des environnements qui étaient assez bien assez rapidement et je me suis fait du réseau assez facilement parce qu'en fait, les États-Unis, c'est très axé sur le réseau et les opportunités que tu peux amener à d'autres personnes. Ça, on va dire que c'est un peu fait. Mais j'ai continué aussi à faire pas mal de sport. Donc, ça, je pense qu'en fait, l'intégration, quand tu vas dans un nouvel endroit, ça dépend avant tout de ta personnalité et la manière dont tu te comportes avec les gens, en fait. Donc, si tu montres que tu es ouvert d'esprit, tu es curieux, tu peux en apprendre plus sur eux, leur culture ou ces choses-là, en fait, les gens, ils vont faire la porte facilement. Alors, finalement, ce que je retiens, parce que du coup, on a eu deux discours qui sont quand même les mêmes, hein, que ce soit Moumia ou Gildas, c'est que, d'une, ça dépend déjà de sa propre personnalité, est-ce qu'on est habitué à rencontrer, est-ce qu'on aime rencontrer des gens. Déjà, le sport, ça facilite, hein, que ce soit le côté artistique, que ce soit la musique ou bien le foot ou notre activité sportive, ça facilite à rencontrer des gens. Et au final, quand on va dans un autre pays, aujourd'hui, via les réseaux, on parle d'auberge de jeunesse, quand on est un Français qu'on veut partir, il y a, grâce à tous ces moyens-là, la possibilité de rencontrer des gens et ça facilite l'intégration. D'ailleurs, je rebondis parce que alors Yacine est peut-être là encore, je vois pas trop bien là devant moi. Mais par exemple sur Châtellerault, vous voyez au niveau du 4, vous avez un espace relations internationales qui permet pour les jeunes qui souhaitent aller à l'étranger pour des raisons scolaires ou professionnelles, qui peuvent vous accompagner. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui vous étiez accompagné de divers organismes, mais vraiment sur Châtellerault, en vous rapprochant de la collectivité, vous avez des organismes qui vous facilitent pour aller rencontrer ou pour aller voyager pour des raisons professionnelles ou étudiantes vers des pays à l'international. Et ça, c'est important de le savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop, un petit peu plus loin. Bonsoir. Alors moi, je suis au centre social de Zon, un bénévole. Où j'ai travaillé à le faire à Châtellerault. Pour dire la vérité, j'ai détesté, donc ça m'a encore motivé pour mon futur. Après, juste, je voulais rajouter une chose par rapport à la question précédente sur le fait de vivre à l'étranger. En fait, aussi, une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est que naturellement, en fait, l'environnement où on a grandi à la plaine de Zon, donc il y avait beaucoup de cultures et beaucoup de gens différents, et donc rien que ça, en fait, j'ai grandi au sein et parmi plein de cultures différentes, et j'ai vu beaucoup de choses, en fait, qui font que voir et être autour de gens qui sont différents de moi en termes de... Alors je crois que ça a coupé parce qu'effectivement il n'y avait plus de batterie, donc juste pour rebondir sur ce qu'il disait, ce qui peut paraître un petit peu comme un critère négatif de vivre et de grandir dans un quartier, finalement ça a été une richesse pour lui, puisque dans un quartier c'est très cosmopolite, on a toutes les cultures, toutes les religions, et finalement on grandit déjà avec le monde entier. Et donc c'est vrai que quand on voyage, on a déjà pris cette habitude parce qu'on a grandi comme ça. Donc c'est un petit peu ce que disait Gildas. Et puis très simplement, lui il a travaillé dans les champs à Maïs autour de Châtellerault, comme beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Je vois Brahim, mais je crois qu'à l'époque on a connu ça, d'aller dans les champs. Alors Romain, tu peux répondre, mais je crois que toi tu es issu d'une famille aussi. Un peu comme notre député là, M. Turquois. Exactement, moi pendant 2 années, avant d'intégrer Poitiers l'école hôtelière, effectivement, je suis chose travailler dans les champs, un peu des petits boulots à droite à gauche, avant vraiment d'attirer mon partenaire. Youssef, Omar, Mia. Moi, c'est grâce aux les petits métiers et les petits jobs que j'ai eu que je suis lancé dans l'entrepreneuriat, que j'ai voulu être mon propre patron.
Et c'est notamment grâce à un stage que j'avais fait à l'UT en tant que commercial à Citroën à Châtellerault. J'ai aimé le métier. J'étais aussi, j'avais un CAE social besoin, ça tombe bien. Donc ces CAE, c'est des contrats aidés. Par les J'ai fait de l'animation aussi, et ça m'a permis aussi de voir tout simplement que c'était pas forcément fait pour moi. C'est très utile, les petits jobs et les stages, c'est très utile. Omar, alors juste le temps que le micro passe, donc Gilda ça a coupé, mais j'ai repris un petit peu ce que tu disais au niveau d'avoir travaillé dans les champs, et puis voilà, donc au niveau de ta jeunesse et ton parcours, voilà, c'est ce que j'ai répété. Omar, toi t'as grandi avec le foot, donc je sais pas si... Ouais, moi non, en fait j'ai pas fait de petit job, moi j'ai intégré à l'école des sports très très jeune, à l'âge de 12 ans et demi, 13 ans. Donc moi j'ai été dans le milieu du foot vraiment très jeune, et j'ai eu mon premier contrat avec lequel je gagnais un petit peu d'argent à l'âge de 15 ans. J'ai eu la chance de pas effectuer, la chance ou pas, de ne pas faire un autre métier que le football. Vas-y Mounira, puis après on va rebondir sur Gildas. Moi non plus, ça n'a pas été déterminant dans mon orientation professionnelle. J'ai eu des jobs étudiants, j'étais aide psychologique à la masse de Targé. Et j'ai aussi travaillé au centre social de la Panouge. Mais mon orientation a été déjà plutôt définie à ce moment-là. Alors vu que ça a coupé, Gildas, je te redonne juste rapidement la parole. Donc comme je disais, effectivement, tu as travaillé dans les champs de maïs, mais pour revenir sur l'aspect à l'international, le fait d'avoir grandi dans un quartier très cosmopolite, finalement, ça facilite lorsqu'on va à l'étranger pour s'intégrer. Alors, Radouane, juste me donner un timing, si on peut prendre encore 2 ou 3 questions, et puis... C'est possible, 2 ou 3 questions. Ok, très bien. Alors, on a une jeune fille, je crois. Bonjour, je m'appelle Ophélia, je travaille pour la cité éducative. Et c'est vrai que vous avez beaucoup insisté sur l'importance du réseau. Aujourd'hui, si un jeune voudrait faire de la cuisine, de l'automobile, des finances, est-ce que vous seriez prêt à leur tendre la main pour avoir un premier pas vers un réseau professionnel? Alors, peut-être Romain, tout à l'heure tu as parlé de concours et puis de cette transmission et de cette possibilité de recevoir des jeunes effectivement. Oui, effectivement, donc il y a possibilité d'accueillir des jeunes sur des journées découvertes pour qu'ils voient et pour qu'ils s'imprègnent aussi de l'univers un petit peu dans lequel ils veulent se lancer. Et nous, de plus en plus, dans les ministères ou autres, on accueille comme ça des jeunes sur des journées de stage découvertes sur 1, 2 ou une semaine. Donc ça, il y a totalement la possibilité de l'amener pour accueillir les jeunes, sans problème. Dans le jargon, on dit est-ce qu'il y a moyen de pistonner, quoi. Ouais, sans pistonner, mais voilà, un jeune qui veut se lancer aussi dans un métier, c'est pas forcément aussi tout ce qui se passe. Donc il a besoin de découvrir, il a besoin d'approfondir sa curiosité, et je pense que c'est important aussi que les entreprises et nous, professionnels, accueillons aussi les jeunes futurs à découvrir un métier qu'ils ne connaissent pas. Oui, tout à fait. Je le fais aujourd'hui comme joueur en stage, et puis j'ai aussi un apprenti en mécanique qui va arriver, donc tout à fait. Donc, on est même preneur. Alors remarque, au niveau de la restauration, tu le fais aussi. Moi aussi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt à donner déjà des conseils et orienter déjà pour n'importe quel niveau professionnel. Grâce à l'école de la deuxième chance notamment, avec mes formateurs, mon ancienne formatrice Soraya, que je salue et que je remercie beaucoup pour tout le travail qu'on a fait ensemble. C'est en partie grâce à elle qu'aujourd'hui j'ai réussi à aboutir mon projet. Et pour répondre à votre question, oui, bien sûr, on a un petit réseau et que si un jeune vient nous poser des questions, on n'hésitera pas à l'orienter
conseiller. Alors Mounier, je crois que dans ton cas, on va pas te demander si tu as la possibilité de prendre des stagiaires, mais quand on parlait tout à l'heure de réseau, de relais d'information, ça c'est une possibilité ou pas? Bien sûr, pour donner des conseils, pour même pour des stages, pourquoi pas, je pourrais tout à fait avoir des stages. C'est pas impossible. Alors on va prendre encore une ou deux questions et puis Julia, tu peux faire un petit test rapidement pour voir si tu peux parler? Non, j'entends pas. Alors du coup, voilà, s'il y a encore une ou deux questions dans le public. Bonjour, je m'appelle Sabo Mohamed. Mounia, je voudrais demander, est-ce que tu peux amener des jeunes avec toi en voyage? Alors, c'est l'animatrice ou c'est pour le travail? Dans quel rôle? Non, mais elle peut nous montrer son métier de plus près, vous voyez. Par exemple, au Maroc, ce serait bien. Donc la question c'est, est-ce que tu aurais la possibilité d'accueillir des jeunes qui souhaiteraient t'accompagner pour voir ton quotidien dans l'international? J'ai eu ma petite sœur en stage en Indonésie, donc je pourrais aussi avoir des stagiaires. Bon, je pense que la liste elle va être longue à la fin de cette soirée pour ceux qui veulent te suivre. Voilà. Pas beaucoup de bagages, hein, parce que pour aller sur une île dans les Fidji, c'est quoi? C'est 15, 20, 25 heures de voyage? Plus. Une dernière question? Ah, bon. Alors deux questions du coup. Alors on a Conjoura et on reviendra sur Aziz. Bonjour, je suis Fana Conjoura, j'ai 19 ans, je suis éducateur bénévole à OZUFC et stage à Autoconcept. J'ai une question pour M. Besson. Est-ce que le fait d'avoir la cuisine comme passion vous a aidé à gravir les échelons? Les échelons, en fait, à monter. Oui, bien sûr. En fait, on a une belle diversité de progression dans notre métier. Et en fait, on peut commencer au plus bas de l'échelle pour atteindre des postes à ouverture sur le réseau régional, national ou même à l'étranger. Donc on peut très bien œuvrer sur des petits restaurants, comme on peut œuvrer dans des grands palaces ou dans des chaînes de restaurants, et ce qui permet aussi d'avoir une diversité de progression et de pouvoir voyager aussi un petit peu partout dans le monde. Merci. Une dernière question, alors Aziz. Bon, c'était pas trop une question, c'était juste une petite remarque. Je me disais que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui donnent de leur temps. Et je voulais souligner la force de l'engagement et du bénévolat, qui est aussi, je pense, dans vos parcours, une ressource. Voilà, ça a été aussi pour beaucoup très formateur. Et je pointe du doigt Amine Messaoudel, parce que là on a 1, 2, 3, 4, 5 talents, c'est des talents, 5 parcours exceptionnels. Et on a aussi Amine qui est là, et je voulais souligner qu'il donnait beaucoup de son temps, qu'il est aussi créateur du club, à la base il y a longtemps. Quand on faisait nos petites réunions au centre social d'Ozon, je le souligne aussi, qui a vraiment permis de faire émerger des choses, à donner des moyens aux habitants du quartier. Et voilà, donc je voulais moi vous applaudir pour votre engagement. Tous les jeunes qui sont là, qui donnent du temps au club. Merci à vous. On vous remercie. Bon, j'espère que cette soirée a été riche d'enseignements pour les plus jeunes, surtout, hein, parce que ces événements sont faits pour vous, hein, pour les filles, pour les garçons. Et puis, je vous dis